On m'a dit que j'avais un teint livide, que j'étais raide. Et en fait, au moment où on me sort de la voiture, visiblement, je dois faire un arrêt cardiaque parce que bah, mes proches sentent pas mon pouls. Donc ma compagne me fait un massage cardiaque. Ils appellent les pompiers. Et donc les pompiers arrivent. Visiblement, je reprends connaissance dans le camion des pompiers. Ça, moi, je m'en souviens pas, c'est ce qu'on m'a raconté. Visiblement, je discutais avec les pompiers. Je dis à ma femme que c'est pas possible, que je suis mort, que je peux pas lui parler. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 27 ans et je vais vous raconter comment je suis tombé dans l'addiction au paris sportif. Alors mon lien avec le sport, il est assez simple. Depuis que je suis jeune, à la maison, on regarde beaucoup de sport, mon père notamment. Il regardait beaucoup de sport à la télé, il regardait du tennis, du cyclisme, Roland-Garros, le Tour de France. On loupait pas un match de l'équipe de France de football. Et puis moi, je savais pratiquer le foot dès mon plus jeune âge. Donc c'est assez naturellement en fait que bah, ma vie a été liée à celle du sport. Bah, à travers bah, du coup, ce parcours familial et puis la pratique du sport. Moi, je suis un fervent supporter de l'Olympique Lyonnais depuis que je suis jeune. J'ai un souvenir de la Coupe du Monde 2006, du match de l'équipe de France face à l'Italie, en finale où je me souviens que la France se fait huer lors de l'hymne national. Je me souviens du but de Zizou et je me souviens du coup de boule et de tout ce qui s'ensuit. Et ce match-là, par exemple, je l'ai vécu avec une intensité assez incroyable. Et bah, en fait, les yeux d'un gamin qui voit bah, l'équipe de foot de son pays bah, perdre en finale dans un scénario catastrophique. Donc en fait, à cette époque-là, je vis des émotions très fortes avec le sport, mais en fait, en étant juste un pur passionné de sport. Bah, mon rapport avec cette idée qu'on connaît le sport et que donc du coup en connaissant on peut gagner fait que effectivement je me sentais pas imbattable, mais en tout cas je me suis dit qu'avec un esprit fin et une analyse fine, il n'y avait pas de raison en fait de pas pouvoir gagner de pas pouvoir gagner de l'argent en fait. Je pensais vraiment que c'était aussi simple que ce qu'on nous montre en fait. Les jeux d'argent n'étaient pas du tout présents dans ma famille et en fait j'ai commencé à parier assez banalement, j'ai envie de dire. Parce que quand j'ai eu 15 ans, arrivé au lycée, j'avais des copains dans ma classe qui ont commencé à parier. Et on avait un tabac juste derrière le lycée. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé à parier avec eux parce que j'ai vu qu'ils avaient gagné un petit peu d'argent avec ça. Et en tant que passionné de sport, je me suis dit, bah, ça a l'air d'être hyper simple de gagner de l'argent en pariant sur du sport. Je me suis dit, bah, le sport, j'adore ça, je connais ça. Il n'y a pas de raison que je puisse pas réussir à gagner de l'argent avec ça. Donc, bah, j'ai commencé à parier comme ça, à la sortie du lycée, au tabac derrière le lycée, et puis à celui qui était à mon arrêt de bus. Au tout début, bah, c'est effectivement c'est les petites économies que j'ai ou de l'argent de poche que j'ai que j'utilise pour parier. Après, c'est l'argent des premiers gains que je parie. Et très vite, bah, une fois que j'ai plus d'argent, je cherche n'importe quel moyen pour trouver bah, justement de l'argent pour parier. Notamment, bah, je sais qu'il y avait un jour dans la semaine où je mangeais pas à la cantine, donc mes parents me donnaient de l'argent pour aller manger, et je préférais dépenser cet argent-là pour parier. J'avais de l'argent aux anniversaires ou à Noël. Bah, c'est de l'argent qui était exclusivement dépensé pour parier. Je sais que par exemple, même des fois, je récupérais de la monnaie ou même des fois, j'avais un peu d'argent avec les copains et bon, bah, moi, je m'en servais que pour parier en fait. Donc en fait, dès cette époque-là, j'avais une pratique du pari qui était assez étrange. Bah, je me disais, oui, je mise des grosses sommes, sauf que bah, je vais gagner des grosses sommes. Et donc, du coup, bah, à cette époque-là, j'explore déjà à peu près toutes les facettes. Je commence à m'inscrire sur les plateformes de jeu, et je joue aussi en même temps en bureau de tabac. Donc, bah, je commence à expérimenter vraiment beaucoup de choses, quoi. En fait, ces premiers gains, je m'en sers uniquement pour reparier parce qu'effectivement, j'ai pas spécialement, d'attrait pour, forcément sortir avec mes copains ou acheter des cadeaux ou ce genre de choses. Moi, je me dis que je veux gagner beaucoup d'argent parce que je me dis que si avec des petites sommes, je gagne un petit peu d'argent, avec des grosses sommes, je vais gagner beaucoup d'argent et très vite, je me dis que, bah, il y a possibilité de gagner des sommes assez importantes et comme dirait Winamax, de mettre la daronne à l'abri, quoi. En fait, l'idée, c'est vraiment ça. C'est de se dire, bah, au début, je vais gagner des petites sommes d'argent.
Donc, bah, on mise des 2 euros, des 5 euros, des 10 euros. Et dès qu'on a la possibilité de miser des 20, des 50, des 100 euros, et bah, on y va et on se dit que ça va nous permettre de gagner des plus grosses sommes d'argent. Donc, au départ, à cette époque-là, quand je suis au lycée, je sais que si je gagne au-delà de 300 euros sur un seul ticket, ça se passe par virement bancaire et en tant que mineur, je ne pourrais pas le percevoir. Donc, du coup, j'organise en fait mes paris pour être sur des tickets qui me rapporteront moins de 300 euros chacun pour pouvoir les retirer en fait en liquide ou pouvoir les rejouer en bureau de tabac. Dès le départ, je voyais bien que j'avais une pratique qui était différente de celle de mes potes, quoique il y en avait qui étaient aussi addicts, mais peut-être pas au même niveau que moi. Je voyais bien que que la manière dont je jouais, c'était totalement différent des autres. Et moi, je me disais que je voulais aussi obtenir des choses que les autres ne voulaient pas. Donc en fait, je me rassurais, je me confortais dans l'idée que bah oui, je joue plus et oui, bah, je passe plus de temps qu'eux à regarder ce que je vais jouer, mais en même temps, moi, je veux en faire plus qu'eux et je veux gagner plus qu'eux. Donc je me disais que bah, le jeu en valait la chandelle et que ce que je faisais, bah, de toute façon, c'était plutôt normal en fait. À cette époque-là, mes parents ont conscience qu'il y a une problématique parce que bah, je passe beaucoup de temps à parier. Alors au départ, je le cache, mais ils s'en rendent compte. J'en viens même quand j'ai plus d'argent à piquer de l'argent dans le porte-monnaie de mon père et ils s'en rendaient assez facilement compte. Donc ils se rendent à l'évidence et ils voient bien qu'il y a une problématique. Ils essaient de m'aider. Moi, je promets que j'arrêterai, mais en fait, j'arrête jamais, quoi. Donc, dès que j'ai de l'argent, je me souviens d'une fois, on a eu de l'argent à Noël, il me semble que c'était à Noël, et en fait, 2 jours après, bah, j'avais déjà plus rien, et ma mère, elle avait besoin de 10 euros, elle me dit, bah, donne-moi 10 euros, et en fait, bah, j'étais pas en capacité de lui donner parce que j'avais déjà tout parié. À ce moment-là, ce que je ressens, oui, c'est énormément de honte. Je me sens honteux, je me sens piteux, parce que, bah, effectivement, c'est très gênant de voir que bah, ma mère me demande 10 euros que j'avais il y avait encore 48 heures et que j'avais plus là, et qu'en plus je l'avais perdu sur du pari. En plus, je me souviens très bien de cette expérience-là, parce qu'à cette époque-là, sur Facebook, on nous faisait croire, en tout cas moi j'étais assez naïf, et j'ai cru que je pouvais acheter des matchs truqués. Donc je me souviens que j'avais dépensé une certaine somme d'argent, je sais plus moi, une centaine d'euros, peut-être 200 euros pour acheter un match truqué, et puis le reste des sous, en fait, j'avais parié sur ce fameux match truqué qui ne l'était pas. Et donc du coup, bah, en fait, c'est beaucoup de sentiments parce qu'on se dit qu'on a été trop con de croire en un truc qui, au final, avec du recul, c'est vraiment très bête, quoi. Et en plus, bah, l'argent des étrennes que nos parents, notre famille nous a donné, bah, on l'a perdu, quoi. Donc ouais, c'est beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité. Et c'est le début, en fait, c'est le tout début peut-être où je commence à ressentir mes premiers forts sentiments de culpabilité. Et bah, dès les premières payes, effectivement, l'entièreté de mon salaire passe dans les paris sportifs. En fait, j'ai commencé par faire une fac de droit qui s'est pas spécialement bien déroulée. Et au bout de 3 mois, bah, en fait, je trouve un travail dans un supermarché. Et donc, j'y travaille pendant 8 mois, le temps de savoir ce que je voulais faire dans la vie. Et donc, bah, en fait, dès ces premières payes-là, en plus, il y avait un bureau de tabac dans l'hypermarché. Donc, du coup, bah, ouais, mes payes, elles y passent. Au départ, je joue des 100, 200 euros, 500, puis en fait, très vite, les 1200, 1300 euros, ils y passent en quelques jours, quoi. Et donc, du coup, bah, dès cette époque-là, j'ai déjà du mal à honorer mes factures, j'ai du mal par exemple, à mettre de l'essence dans ma voiture, à payer mon assurance auto, ce genre de choses, bah, j'ai beaucoup de mal à le faire parce que la quasi-totalité de mes sous part déjà dans les paris sportifs. Donc, en fait, après cette expérience professionnelle, je tombe en alternance, donc du coup, avec un contrat à durée déterminée, mais d'une durée assez longue de 2 ans. Ce qui me permet en fait de commencer à pouvoir faire des crédits et ce qui me permet en fait d'avoir une somme d'argent plus importante à parier. Donc du coup, je commence avec un crédit de 2000 euros où les 2000 euros ils passent assez rapidement. Et en fait, bah, le fait de pouvoir faire des crédits et de pouvoir jouer cet argent-là, ça fait que bah, ça prend une ampleur totalement différente. Les sommes sont différentes, elles sont multipliées. Et donc, du coup, bah, les gains potentiels et les gains aussi récoltés sont plus importants. Donc, en fait, ça décuple la pratique, ça décuple les sensations. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand on mise des petites sommes, on n'a plus de sensations. Et en misant des plus grosses, bah, on a des sensations qui sont totalement différentes. Et donc, du coup, bah, c'est, ça va crescendo en fait.
ça va crescendo et donc je commence avec un crédit quand je suis en alternance. Et une fois que j'ai terminé mon alternance et que j'ai un CDI, bah là, je fais à peu près autant de crédits que je veux. Sur toute ma pratique, j'ai dû faire une dizaine de crédits, j'ai pas le nombre en tête, mais j'en ai bien fait une dizaine en fait, de crédits à la consommation et des crédits renouvelables. Donc des crédits à la consommation, ouais, j'ai fait des crédits de sommes assez importantes, de plus de 10 000 € généralement. Et les crédits renouvelables, en fait, ce qui est traite, c'est que bah, on peut reprendre dessus, quoi. Le principe d'un crédit renouvelable, c'est que vous remboursez tous les mois et en fait, vous avez un montant disponible et donc du coup, vous pouvez le récupérer, ce montant disponible tout le temps. Et moi, bah, mes crédits renouvelables, je les ai jamais remboursés parce qu'en fait, je retapais toujours dedans, quoi. Le montant perdu en termes de montant de mise, il s'élève à plus d'1 million d'euros. Et en fait, on en arrive à un montant aussi important assez simplement, c'est en termes de montant de mise. C'est-à-dire que j'ai jamais eu 1 million d'euros sur mon compte parce que j'avais pas de façon l'argent nécessaire. Mais en fait, entre les gains et le réinvestissement, entre guillemets, de cet argent-là, en fait, ça s'auto-alimente. Ça s'auto-alimente. J'ai regardé mes relevés de compte avant cette interview-là. J'ai repris certains relevés de compte de cette époque-là. Et j'ai des mois, en fait, où sur mes comptes bancaires, on tourne à 25 000 € de flux, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des rentrées et il y a des sorties. Et en fait, bah, il y a 25 000 € de rentrée, 25 000 € de sortie. Donc, quand on, quand on fait ces calculs-là, pendant 10 ans, j'ai pas parié pendant 10 ans, mais en fait, les dernières années où j'ai parié, les sommes étaient tellement importantes. Je gagnais des grosses sommes, mais je rejouais toujours. Et ben, en fait, on en arrive à des montants assez énormes. Et je pense ne pas être le seul dans ce cas-là. Et je pense qu'il y en a même qui ont pu miser des sommes bien plus importantes que moi, quoi. Donc, en fait, la somme peut paraître impressionnante parce que quand on fait le calcul, ça fait, il me semble, environ 8 000 € par mois pendant 10 ans. Sauf que c'est pas exactement comme ça que ça se passe en fait. Quand vous misez 100 € pour gagner sur des cotes à 1,20 pour gagner 20 € par exemple sur des bookmakers en ligne, et ben, vous récupérez 120 €, mais vous avez misé 100 €. Et si vous faites ça 5 fois, vous avez misé 500 € pour en gagner 100. Donc c'est vraiment en montant de mise. J'insiste là-dessus parce que j'ai pas eu 1 million d'euros sur mes comptes. Si j'avais eu 1 million d'euros, probablement que j'aurais pas eu besoin de faire ce que j'ai fait, quoi. Ah, il s'est passé plein de choses durant ces 10 années de pratique. Déjà, j'ai eu 3 années d'abstinence, il me semble, de mémoire. Après, généralement, des événements graves. Il y a eu le décès de mon père qui a fait que j'ai arrêté de parier pendant un an derrière. Ensuite, avec ma femme, on a perdu notre petite fille et il me semble que j'ai rejoué 6 7 mois juste après ça. Et derrière ça, bah, j'ai pas parié pendant un an. Donc en fait, il y a eu plusieurs périodes d'abstinence. Et après, il y a aussi, en fait, entre les périodes d'abstinence où on joue, quand on recommence à jouer, on se dit qu'on va jouer différemment. En tout cas, moi, je me disais que j'allais jouer différemment, que les fois précédentes, en fait, j'avais pas la bonne technique, que je pariais mal, que je misais mal. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais y arriver avec de nouvelles méthodes, de nouvelles manières. J'avais de nouvelles applications. J'avais plein de choses qui me semblaient en fait être des outils pour réussir. Et en fait, non. Pendant ces périodes-là, j'ai fait des choses incroyables. À l'époque où je pariais en tabac, j'ai fait des centaines de kilomètres pour trouver des tabacs ouverts. J'ai déjà bah, pris la carte de ma femme pour aller parier quand j'avais plus de sous. Moi, à cette époque-là, il faut savoir que j'avais pas une carte à interrogation systématique sur le compte, ce qui fait qu'en fait, je pariais avec mes plafonds de cartes. Donc en fait, et en plus, on pouvait les augmenter, les plafonds de cartes. Donc en fait, quand vous pariez avec vos plafonds de cartes, la problématique, c'est que c'est pas le solde sur votre compte qui compte, c'est le plafond de la carte. Donc du coup, bah, c'est arrivé des mois où bah, je mettais mon plafond de carte à 7 500 € et je pariais 7 500 € en fait. Donc que j'ai les sous ou pas, de toute façon, j'avais la possibilité de le faire. Je travaille le matin, donc je commence à 6 h du matin et généralement, je finis aux alentours de 10 11 h. Donc bah, avant 6 h du matin, j'ai déjà regardé ce que j'allais pouvoir jouer dans la journée. Ça arrive qu'à la pause de 9 h, je parte parier. Et puis bah, après le boulot, je passe mon temps à regarder les matchs qui vont pouvoir être joués et voir ce que je vais pouvoir jouer. En fait, ça prend tout le reste. Tout mon temps libre, en fait, il est dédié au paris sportif. Je passe des nuits entières à analyser, des nuits entières à jouer aussi sur les paris en live. Donc ouais, j'ai déjà fait pas mal de kilomètres. Je suis déjà parti la nuit, je me souviens, je fais du badminton et ça m'est déjà arrivé après mes séances de badminton d'aller bah, faire des kilomètres pour aller parier. Pendant le badminton, ça m'arrivait entre les points d'aller regarder mon téléphone pour voir les résultats en direct. Enfin, j'ai fait... Franchement, j'ai fait tellement de choses, quoi.
par rapport aux paris sportifs. Enfin, ma vie, de toute façon, était totalement rythmée par ça. Ah oui, quand je conduisais aussi, bah, je regardais les résultats, je pariais en conduisant. C'est un miracle que j'ai pas eu d'accident de voiture à cette époque-là, parce que bah, j'étais focalisé sur mon téléphone et les paris, quoi. Donc, en fait, ça prend toute la place. En tout cas, chez moi, ça a pris absolument toute la place, tout mon temps, tout mon argent, ma santé, ça a à peu près tout pris. Toujours dans cette idée où on va réussir à gagner beaucoup d'argent, et donc du coup, bah, en se disant que si on fait des choses que les autres ne font pas, bah, on aura les résultats que les autres n'ont pas. Au départ, au lycée, bah, je me suis éloigné de pas mal de gens parce que bah, j'étais que dans les paris sportifs. Donc, du coup, bah, en fait, on s'isole. Donc, du coup, bah, il y a beaucoup de gens avec qui on parle plus. Pas parce qu'on veut pas forcément leur parler ou qu'ils veulent plus nous parler, mais juste, bah, on n'a pas le temps pour eux, en fait, parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est. En tout cas, moi, tout ce que je voulais, c'était parier. Donc, du coup, bah, je m'isolais totalement. À cette époque-là, j'avais une copine et bah, c'est pareil, elle voyait, je passais mon temps sur mon téléphone. Elle voulait que j'arrête de parier parce que bah, elle voyait bien les dégâts que ça faisait, mais bah, c'était plus fort que moi. De toute façon, cette addiction a très longtemps été plus forte que moi. Euh, Tout ce qui comptait de toute façon, c'était parier. Donc ouais, il y a des potes que j'ai perdus. Et puis bah, ma femme que j'ai aujourd'hui, elle est toujours restée à mes côtés malgré toutes les rechutes que j'ai faites. Et Dieu sait, j'en ai eu beaucoup. Et bah, l'impact financier a été important parce que du coup, quand vous avez autant de crédits et contracté autant de crédits que ce que j'ai pu faire, bah forcément, ça a un impact financier sur votre foyer. Donc en fait, ça a impacté bah, mes amis, le côté financier, professionnellement aussi. À cause des paris sportifs, j'ai pas été en arrêt maladie, mais j'étais très souvent malade sur mon lieu de travail quand je perdais des paris. Parce que quelque chose qu'on évoque assez peu, l'émotion elle est assez incroyable. C'est-à-dire que quand on gagne de l'argent parce qu'on a eu raison sur un résultat sportif, et bah, moi je sais que personnellement, c'était une joie assez incommensurable en fait. Je pourrais pas la mesurer et expliquer l'intensité tellement que c'était fort. C'était juste trop bien en fait de se dire qu'avec le sport, avec quelque chose qu'on aime, on gagne de l'argent. Moi j'avais une sensation qui était extraordinaire quoi. L'adrénaline que j'avais durant le suivi et quand l'issue était positive, c'était une émotion qui était qui était d'une force assez incroyable. Ouais. Par contre, on n'évoque pas la sensation qu'on a en fait quand on perd. Et moi, quand je perdais, en fait, l'ascenseur émotionnel, il est d'une violence inouïe, en fait. C'est-à-dire que quand on gagne de l'argent, bah, en fait, même la joie, elle est décuplée. Par contre, quand on perd, en fait, on monte très haut et on redescend très bas, quoi. C'est vraiment la sensation d'une chute libre, en fait, qui s'arrête pas, en fait. Un week-end, un vendredi, euh, je suis sous une pression assez énorme financièrement. J'ai plus du tout de sous. J'ai emprunté des sous à plein de gens. Et j'en arrive à un point où j'en peux plus. Et en gros, bah, je prends la carte de ma femme et je vais en tabac et je parie 5 ou 6 000 euros sur le week-end. Et en fait, je me dis que si je gagne pas d'argent à la fin de ce week-end-là, et ben, je mets fin à mes jours. Donc bah, le week-end se passe et je gagne de l'argent, mais je gagne pas la somme, je gagne pas la somme escomptée. Et du coup, le lundi, donc je me rends sur mon lieu de travail en pariant le reste des sous que j'avais gagnés. J'avais dû récupérer 300 euros sur les 6 000 euros joués. Ces 300 euros-là sont perdus. Et dès que la fin du dernier match a eu lieu, je prends ma voiture, j'éteins mon téléphone. J'avais déjà pris les médicaments dans ma voiture. Et je me rends sur le lieu sur lequel, en fait, j'avais tout préparé, en fait. Sur le lieu sur lequel bah, j'allais tenter de mettre fin à mes jours. Et donc, bah, donc j'éteins mon téléphone, je prends ma voiture, je me rends sur ce lieu-là. Bah, je prends les médicaments. J'ai pris une soixantaine de cachets de benzodiazépine, je crois, du bromazépam. J'ai pris une ou deux plaquettes de Dafalgan. Et puis, bah, je me souviens en fait de prendre les médicaments, bah, de boire de l'eau pour les prendre, de beaucoup pleurer à ce moment-là. Je me souviens même que bah, le matin, je déposais mes enfants chez la nourrice. Et je me souviens, enfin, une à l'école et le petit chez la nounou. Et je me souviens que quand je dépose mon fils chez la nourrice, bah, en fait, je lui dis au revoir, mais enfin, je lui dis adieu, en fait, parce que moi, dans ma tête, c'est la dernière fois que je le vois. Donc, je me souviens de ce moment-là où c'était un moment assez, assez bizarre, assez étrange, où où je me dis, en fait, que c'est la dernière fois que je vois mon fils.
Et donc du coup, donc, je prends ces médicaments et je sais pas trop comment l'expliquer aujourd'hui. Visiblement, en fait, je prends ces médicaments sur le coup de 15 heures, je crois. C'est même sûr d'ailleurs. Et en fait, je suis à quelques kilomètres de chez moi et il semblerait que je rentre en voiture à 4 ou 5 heures du matin le lendemain, euh, en- sans en être conscient, parce que ce que je raconte là, moi, c'est ce qu'on m'a raconté, moi, je ne l'ai pas vécu. Et en fait, à ce moment-là, on me sort de la voiture. Parce qu'on on m'a décrit, on m'a dit que j'avais un lit vide, que j'étais raide. Et en fait, au moment où on me sort de la voiture, visiblement, je dois faire un arrêt cardiaque parce que bah, mes proches ne sentent pas mon pouls. Donc ma compagne me fait un massage cardiaque. Ils appellent les pompiers. Et donc les pompiers arrivent. Visiblement, je reprends connaissance dans le camion des pompiers. Ça, moi, je m'en souviens pas, c'est ce qu'on m'a raconté. Visiblement, je discutais avec les pompiers. Je dis à ma femme que c'est pas possible, que je suis mort et que je peux pas lui parler. Je m'en souviens pas. Et donc, du coup, bah, après, je me souviens par contre, moi, me réveiller à l'hôpital. Et bah, je me demande ce que je fous là parce que bah, moi, je suis persuadé j'étais persuadé que j'allais mourir, quoi. Donc, bah, je me barre de l'hôpital. Et puis, bah, on, on m'a vite rattrapé parce que, bah, avec la tenue d'hôpital qu'on remarquait assez vite, forcément, on m'a vite ramené à l'hôpital. Et puis, bah, là, s'en est suivi bah, des échanges avec une psychiatre ou une psychologue que je remercie encore aujourd'hui. Alors après ma tentative de suicide, ce qui a changé, c'est que alors j'avais déjà vu des addictologues auparavant, j'en avais déjà vu deux, mais en fait même trois d'ailleurs. Mais en fait, au bout d'un moment, dès que je recommençais à jouer, bah, je n'y allais plus et puis bah, je leur disais pas la vérité, donc forcément, bah, le suivi n'était pas spécialement utile. Mais cette fois-ci, l'addictologue, bah, je suis honnête avec lui, et donc non, j'ai pas reparié depuis. Et ça a été effectivement l'élément déclencheur qui me permet aujourd'hui d'être clean, quoi. Alors après, à la suite de ma tentative de suicide et en fait de la manière dont ça s'est passé, je suis devenu croyant parce que bah, ça c'est tellement fou que bah, j'ai trouvé mon explication dedans. Et bah, c'est deux choses en fait qui m'animent aujourd'hui et qui me permettent de tenir. Je pense que sans ces deux choses-là, j'aurais reparié. Pour donner un exemple, la finale de la Ligue des Champions de cette année, où Paris a écrasé l'Inter de Milan, bah, j'avais très très envie de parier à ce moment-là. Et malgré le fait que Paris ait gagné, sur lesquels j'aurais misé, bah, ma plus belle victoire à moi, c'est de ne pas avoir parié en fait. Ah, je me considère comme étant quelqu'un de toujours malade. Je dis que je suis un addict abstinent. Comme un fumeur qui peut pas refumer une cigarette, moi je peux pas refaire un pari, c'est pas possible. Euh, j'ai déjà auparavant, quand j'ai rechuté, en fait, c'est souvent comme ça que ça se passait. Je me disais, oh, bah, j'en fais un petit, et puis, sauf que c'est toujours reparti. Donc, je serai addict abstinent toute ma vie, et c'est un combat de chaque jour parce que bah, il y a des jours qui sont plus simples que d'autres, mais il y a des jours qui sont plus compliqués que d'autres parce qu'on est beaucoup sollicité et que bah, ça fait partie de moi. En ayant 27 ans et en ayant parié pendant 10 ans, c'est plus d'un tiers de ma vie actuellement. Donc, ça représente beaucoup, beaucoup bah, de ma vie, donc forcément, c'est un vrai combat, mais le jeu en vaut la chandelle. Pour le coup, ça, le fait d'avoir arrêté de parier et d'avoir tenu, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Alors, ayant pratiqué et connaissant vraiment l'envers du décor des paris sportifs pour avoir tout fait, l'image que j'ai aujourd'hui de la publicité pour les paris sportifs, parce que c'est une image en faveur de la publicité, en faveur en tout cas des paris sportifs, euh, je la trouve un petit peu inquiétante en fait parce qu'il y a une omniprésence, ils sont partout, tout le temps. Moi qui ne suis pas de la région parisienne, quand on se balade dans Paris, bah, il y a des affiches partout. Sur les téléphones, à la télé, ils sont partout. Si vous aimez un peu le sport, et bah, il y a tout le temps de la publicité, notamment pour le foot. Ils sont sponsors sur les maillots de foot, ils sont aussi sponsors de la première ligue de basket en France. Donc en fait, leur stratégie, c'est d'être partout, de se présenter comme étant une solution pour gagner de l'argent et assez facilement, et en prenant en fait les codes des jeunes. Alors notamment les codes des jeunes de quartier, mais moi j'aurais tendance à dire que c'est les codes des jeunes en fait en règle générale, ils parlent le même langage que nous. euh, Ils utilisent des images qui nous parlent, ils utilisent des sportifs, ils utilisent des influenceurs, des gens qu'on suit, des gens qui on a confiance parce qu'en fait on passe beaucoup de temps avec eux, mine de rien, en les suivant sur les réseaux sociaux. Donc en fait ils se servent de tout ça pour nous faire croire, parce que c'est une vraie croyance, qu'on peut gagner de l'argent grâce aux paris sportifs.
Et si j'emploie le terme faire croire, c'est parce que si c'était possible et si on était en majorité à gagner de l'argent grâce aux paris sportifs, et ben ils ne gagneraient pas eux autant d'argent. Parce que l'argent que eux gagnent, c'est sur la perte sèche des joueurs. Donc leur stratégie, elle est assez simple, c'est convaincre le plus de personnes possible de pouvoir gagner de l'argent avec les paris sportifs. Et pour ça, ils utilisent tous les moyens qui sont à leur disposition. Alors aujourd'hui, la personne à qui j'en veux le plus, c'est plutôt à moi, parce que je me dis que j'ai été naïf, que aujourd'hui j'ai du recul sur la situation et qu'effectivement, si j'avais pu prendre ce recul-là à l'époque où je jouais, j'aurais jamais parié autant que j'ai parié, j'aurais jamais passé autant de temps là-dessus. Et je m'en veux en fait d'avoir été aussi naïf et d'avoir été aussi bête de croire bah, en ce que les publicités nous faisaient croire. Mais quand j'étais jeune, moi j'étais aussi naïf et je vois pas comment est-ce que j'aurais pu douter de ce que j'entendais à la télé ou sur les réseaux sociaux ou à la radio en fait, parce que les gens qui en parlaient, qui en faisaient la promotion, ça me semblait être des gens de confiance. Donc en fait, moi je voyais vraiment pas pourquoi j'en aurais douté. Et je leur en veux pas spécialement aux opérateurs de jeu parce qu'en fait, eux, ce qu'ils font, ils font leur pain de toute façon sur les gens qui perdent de l'argent et c'est leur métier. Donc, j'ai pas spécialement d'animosité envers eux, mais par contre, je trouve que moralement, c'est plus que discutable. Et surtout, il faut savoir que à peu près 2 tiers, il me semble, de leur chiffre d'affaires, il est fait sur les gens qui ont des pratiques problématiques, qui ont des pratiques à risque. Et ça, par contre, je trouve ça je trouve ça quand même enfin, je trouve ça problématique et je trouve ça dangereux en fait d'être en connaissance de ça et de se dire de toute façon nous on gagne notre argent donc on s'en soucie pas forcément. Et aujourd'hui moi j'ai plus un problème avec le sponsoring et en fait leur omniprésence en fait. Parce qu'en termes de sponsoring, quand on sponsorise l'équipe de France comme le fait Betclic, c'est des gamins de 3, 4, 5, 6 ans qui sont fans de l'équipe de France et qui vont être appâtés par ce sponsoring parce qu'ils se diront quand j'aurai 18 ans, ça peut être chouette de jouer. Je leur en veux quand même un petit peu, si par rapport à leur slogan, parce que leurs slogans, ils sont vachement... en fait, ils sont là pour vous attraper, quoi. Quand on est joueur, on joue, le plus important, c'est de gagner. À l'époque, tout pour la daronne de Winamax. Enfin, c'est des slogans qui sont plus qu'incitateurs, en fait. Moi, je trouve que on vous oblige presque à jouer, dans le sens où quand on vous dit quand on est joueur, on joue, ça veut dire que si on n'est pas joueur, c'est-à-dire que si on veut vivre le sport différemment, en fait, on le vit mal, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens et comme ça que je l'interprète. Et après, en dernier lieu, je pense que le gouvernement a des choses à faire. Il y a des choses assez simples à mettre en place pour prévenir tout ça. Il faut savoir que moi, je me suis interdit de jeu en 2022 et j'ai tenté de mettre fin à mes jours en 2024. Donc en fait, pendant 2 ans, j'ai pu continuer de pratiquer les paris sportifs en bureau de tabac. Et si jamais on avait étendu ce fichier-là de l'ANJ, l'Agence nationale du jeu, où en fait vous vous interdisez volontairement de jouer, si on l'avait étendu au bureau de tabac, et en fait ça m'aurait totalement empêché de jouer. Et c'est quelque chose qui me semble pas si compliqué que ça à mettre en place parce que c'est le même fichier qui est utilisé dans les casinos. Donc en fait, c'est quelque chose qui pourrait être étendu au bureau de tabac et qui empêcherait les mineurs et ceux qui sont interdits de jeu déjà de parier. J'en suis venu effectivement au constat que les gens qui gagnent, on les empêche de jouer et ceux qui perdent, on les encourage à jouer. Comme j'ai expliqué, moi j'ai eu des périodes où j'ai gagné de grosses sommes d'argent. J'ai gagné des sommes à 5 chiffres, j'ai gagné du 15 000 euros, 18 000 euros, 10 000 euros plusieurs fois. Et puis même j'ai gagné des sommes 5, 6, 7, 8 000 euros plusieurs fois. Et sur les opérateurs de jeux en ligne en tout cas, quand je gagnais des grosses sommes d'argent, j'étais très régulièrement limité derrière en fait sur mes mises, sur certains paris. Je n'étais pas limité sur tous mes paris, mais sur certains paris en fait on me limitait en mise, alors qu'un de mes copains pouvait parier la somme que je voulais miser à la base, lui de son côté sans problème. Et en fait sur tous les opérateurs de jeu, en tout cas tous ceux que j'ai pu expérimenter, on a une notation de notre pratique de jeu. Et moi, j'ai jamais été bien noté. Évidemment, j'étais toujours sur le risque le plus fort parce qu'au vu du temps que j'y passais et des sommes que j'y mettais, forcément, ma pratique était problématique. Et en fait, on m'a jamais spécialement empêché de parier à l'époque où je perdais. Et je peux même témoigner que je recevais des free bets. Toutes les fois où j'ai reçu des free bets, c'est les fois où j'avais pas joué pendant quelques jours et que j'avais plus d'argent et que je recevais des free bets. Je me souviens surtout d'une fois où je m'étais dit que j'arrêterais de jouer parce que j'avais perdu trop d'argent et j'étais en alternance. Et à cette époque-là, je reçois 200 balles de free bet, ce qui est énorme. Et du coup, je recommence à jouer avec ces 200 euros-là. Puis après, je remets de l'argent, etc. et tout ça, quoi. Donc en fait,
il y a une stratégie aussi de cadeaux, en fait, de gratification, où en fait, on nous donne des cadeaux et bah, en fait, on reste captif. Puis, il n'y a pas que ça. Et, un truc qui est très astucieux de leur part, c'est qu'en fait, plus vous mettez de matchs sur des combinés, plus le gain augmente. Oui, ils vous boostent en fait le gain au final. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que plus on met de matchs, plus la probabilité de gain s'affaiblit. Et en fait, bah, quand on fait des combinés à 10, 15, 20 matchs, bah, la probabilité de gain, elle est quasi nulle. Et ils vous mettent un boost extraordinaire parce qu'ils savent pertinemment que de toute façon, vous avez quasi aucune chance de gagner. Donc en fait, tout est fait pour que vous dépensiez votre argent, mais jamais pour que vous le récupériez. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner et de faire un petit peu de mon histoire un exemple, parce que bah, c'est quelque chose que j'entendais très peu, voire pas sur les réseaux sociaux ou à la télé. On parle jamais des dangers des paris sportifs. Et moi, je pense avoir pour le coup tout vécu avec les paris sportifs, que ce soit du gain et des grosses pertes, que ce soit des énormes déceptions comme des succès assez retentissants. Je pense que j'ai exploré à peu près toute la machine. Et je veux absolument aujourd'hui pouvoir faire de la prévention, en fait, vous expliquer que bah, parier, en fait, c'est pas anodin. Sur les paquets de clopes, c'est écrit fumer tu, mais moi, je peux témoigner que parier aussi, en tout cas, moi, ça a bien failli me tuer. Le pari, c'est pas un loisir, c'est pas un loisir comme un autre. À partir du moment où vous misez de l'argent, où vous misez de l'argent, en fait, bah, ça peut pas être quelque chose d'anodin. Et j'ai décidé de faire de mon histoire une chanson que j'ai publiée sur YouTube sous le nom de Nicolia qui s'appelle Mise à mort, qui raconte mon histoire et comment bah, les paris sportifs ont bien failli me tuer et comment bah, aujourd'hui je voudrais que ma voix soit entendue et qu'on puisse faire changer les choses concrètement, que ce soit d'un point de vue bah, national avec bah, cette extension du fichier, une interdiction de la publicité parce que ça ne viendrait pas à l'idée aujourd'hui de faire la promotion bah, des cigarettes par exemple. Pour autant, aujourd'hui, on fait la promotion des paris sportifs partout. Donc, je pense il y a quelque chose enfin, c'est pas qu'il y a quelque chose à faire, il y a une interdiction à prononcer. On ne devrait pas pouvoir faire la publicité de quelque chose aussi dangereux. Et donc, du coup, aujourd'hui, bah, je m'engage officiellement dans ce combat-là. Alors, aujourd'hui, j'arrive à regarder le sport avec plaisir. Par contre, ce serait de mentir de dire que j'ai pas des codes qui me passent dans la tête. On parle souvent enfin, on parle de gens qui ont l'oreille musicale, qui ont l'oreille absolue, qui arrivent à reconnaître les notes de musique juste en écoutant de la musique. Bah, moi, la problématique, c'est que quand je vois un match de foot, un match de tennis, peu importe, bah, j'ai un peu des cotes en tête par rapport au match, comment il se déroule. Quand il y a une équipe pas favorite qui l'emporte, et bah, je me dis que la cote devait être hyper importante. Donc aujourd'hui, je prends plaisir à regarder du sport parce que j'aime ça, mais j'aurai toujours cette déformation qui fait que j'ai toujours une vision en fait un petit peu de parieur. Donc du coup, j'ai pas retrouvé cette âme d'enfant, cette âme de pur passionné de sport quand je regarde des rencontres sportives. Bah, ce que je dirais au moi qui n'a pas commencé à parier, moi je lui dirais de regarder cette interview-là parce que ça résume tout ce qui est possible de se passer avec les paris sportifs. En fait, je lui dirais que tu crois que bah, parier, ça peut te donner une certaine aisance financière et que c'est facile. Et ben en fait, c'est simplement une utopie et que ça t'emmènera dans des émotions et dans un cadre que tu n'aurais jamais pensé vivre et que je ne souhaite à personne et que je voudrais que personne vive en fait. Je tiens aussi à remercier Addiction France parce que si je suis là aujourd'hui pour parler, c'est grâce à eux. En fait, ils préparaient ce rapport sur le marketing des paris sportifs. Et en fait, bah, quand je les ai contactés, ils étaient en plein dans ce rapport-là. Et donc, du coup, bah, les choses se sont se sont bien organisées. Et donc, du coup, on est arrivé bah, sur le même sujet. Moi, je commençais à vouloir parler, à vouloir témoigner. Et eux, bah, ils étaient en plein là-dedans. Donc, en fait, c'est tombé très, très bien. Et je tiens à les remercier parce qu'ils font un boulot vraiment extraordinaire. Et ce qu'ils produisent et le contenu qu'ils produisent et le rapport qui a été fait est vraiment qualitatif et il est très éloquent. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que ce rapport pour expliquer à quel point bah, les paris sportifs, c'est pas anodin.